C'est-à-dire de dire aussi, parce que la façon dont Flaubert arrive, c'est compliqué à construire, hein, parce que c'est pas construit effectivement comme un livre d'histoire normal, c'est construit comme une enquête et où il y a plusieurs fils. Et l'idée c'est de faire arriver Flaubert progressivement, parce que dans cette histoire il joue un rôle, mais de façon générale, il peut aussi exprimer ce problème de la littérature entrant en contrebande dans le discours qu'utilisent les historiens. Et donc, essayer de montrer comment est-ce que progressivement, obliger le lecteur à faire retour sur sa propre démarche critique. Le moment où il s'est dit, je le reconnais là, le début de Salammbô, et puis au bout d'un moment se dire, ah oui d'accord, ça servait à ça, c'est aussi enfin, si c'est bien fait, ce que c'est approuvé, c'est aussi un exercice de pédagogie de l'herméneutique. Et de se dire, ah bah oui, au fond, c'est aussi comme ça que travaillent les historiens. Alors, comment travaillent les historiens aussi? Il y a plusieurs passages qui nous le disent, et même qui affirment des choses de ta part. Tu dis par exemple qu'il n'y a pas d'esprit du temps. Ah oui, ça j'y crois. Que dans une époque qui est considérée comme une époque dans l'histoire des idées, comme on disait dans le temps, comme une époque, je ne sais pas, progressiste, il y a toujours des gens qui sont à l'intérieur de cette époque qui sont des opposants à ce progrès et qu'il serait mauvais au point de vue de l'historien de ne pas considérer, c'est-à-dire ça n'est pas parce qu'au bout du compte on a classé cette époque comme telle qu'il faut oublier que c'était une sphère dans laquelle les conflits intellectuels étaient présents et où il y avait bataille, débat, discussion. Et sur la colonisation, par exemple, tu dis, il serait faire preuve d'être un mauvais historien que de oublier que dès l'époque de la colonisation du Tonkin ou de la Nam, des voix se sont élevées dans la presse, un peu partout, dans des tracts, pour dire que c'était horrible ce qui était en train de se faire. Pas simplement Victor Hugo, au moment du sac du Palais d'été. Oui, ça n'est pas exactement là pour le coup. Enfin, si, c'est un problème des historiens, mais c'est-à-dire qu'à la fois, je suis bien convaincu qu'il existe quelque chose comme l'esprit du temps, c'est-à-dire qu'on ne pense pas en moyenne de la même façon à telle ou telle époque, c'est une évidence. Mais on a fait c'est un problème moral et politique. On a fait un usage épouvantable de la catégorie d'esprit du temps. C'est aussi une façon assez facile de se dédouaner de nos propres responsabilités. Il y avait quand même, en 1883, des gens pour dire sur ce qui se passe au moment de la conquête de la Nam, à peu près la même chose que ce qu'on dirait aujourd'hui. Et or, le problème est d'autant plus intéressant qu'il y a la distance. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe. On le sait que médiatisé par le télégraphe électrique un peu, et puis beaucoup en réalité le courrier et les journaux. Et comme vous l'imaginez bien, c'est un problème très actuel, puisque depuis que moi j'ai commencé des études d'histoire, la France est en guerre, qu'on a bombardé un nombre étonnant de pays, en mon nom, pour partie, et que je n'en ai de connaissances que médiatisées, et lointaines, et que on ne va pas pouvoir s'en sortir, tous autant qu'on est, en disant qu'on appartient à un esprit du temps. C'est faux. Donc, à la fois, oui, faire ressentir la différence, ça, c'est des temps, c'est un des travaux essentiels des historiens, mais à ne faire que ça, on passe à côté d'une partie importante de ce que doit l'histoire. Ce qui est quand même tout à fait étonnant dans ce livre, c'est que il y a la description aussi d'un personnage qui n'est quand même pas un personnage dont on aimerait
est l'ami. C'est un personnage assez falot, assez peu brillant. Dès les premières pages, tu nous dis l'outil devint l'autre nom de l'exotisme, il personnifia cet aveuglement consistant à aimer les autres pour la seule raison qu'ils sont différents de nous. Ça, c'est ce que j'emprunte à Todorov. C'est déjà un peu classé. Tu dis un peu plus loin, Pierre était un moment dépassé de l'histoire du regard européen sur le monde, au moment même où il était célébré par tout le monde. Donc il était déjà dépassé dans sa propre période. Et tout au long de cette histoire, c'est un personnage qui se fait avoir, qui est crédule, qui fait semblant de ne pas l'être. Et c'est quand même un personnage assez peu intéressant. Et je me dis, mais comment a-t-il fait pour passer autant de temps avec un personnage aussi peu intéressant? Il fallait justement tout ce dispositif, parce que toi tu parles de dispositif littéraire à propos de Pierre Loti, pour pouvoir l'aborder et en faire matière intéressante pour rester avec lui. Oui, alors en fait, il est tout de même un peu fascinant, mais pour des raisons qui sont pas dans le livre. Par exemple, sa sexualité, la façon dont il la vit. Tu le dis quand même un peu quand même. Non, mais il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui ne sont pas dans le livre. La façon dont il choisit une seconde femme pour faire souche, pour lui faire des enfants, qui soient des beaux enfants, parce que la race basque, il veut faire des enfants comme on produit des veaux ou des cochons gras. Et tout ça en étant complètement inséré dans l'Académie française, la marine française. Donc il pouvait avoir quelque chose d'intéressant. Mais sur ça, ce qui est fascinant, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi ça fait scandale. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Quel étrange contresens. Ouais, il ne comprend vraiment pas, et je pense qu'il est vraiment sincère. Il ne comprend pas. D'ailleurs, après, il va enlever tout ce que le censeur du ministère de la Guerre va lui demander d'enlever. Il va reproduire le rééditer. Il faudrait pas se mettre au propre. Oui, vraiment, il comprend vraiment pas ce qui lui est arrivé, et c'est ça qui rend, je trouve, l'expérience intéressante. Parce que s'il avait été un dénonciateur de la colonisation française en 1883, on voit bien ce qu'il aurait dit. Mais il ne l'est pas du tout. Enfin, il l'est un peu parce qu'il est à droite, et que donc il ne comprend pas très bien pourquoi on va conquérir la Namme plutôt que récupérer la Lorraine et l'Alsace. Mais parce qu'il n'est pas républicain, il n'est pas la République. Il n'est pas du tout des républicains, donc mais ça c'est assez classé, on voit. Mais ce qu'il raconte sur la guerre et la façon dont elle se fait lui échappe en réalité. Et c'est ça qui est fascinant. Et peut-être, il y a sûrement dans la salle des gens qui aiment Pierre Loti, qui considèrent que c'est un grand écrivain, et peut-être que c'est d'ailleurs sa qualité. Sa qualité aussi, c'est d'employer des poncifs assez importants. L'enfer jaune, ça ne lui fait pas peur. Non, enfin bon, c'est la mode. Hein. À l'époque, je crois que c'est le moment où on invente l'enfer vert pour parler de l'Amazonie. Pourquoi pas l'enfer jaune? Alors oui, c'était d'ailleurs ma première intention, c'était d'intituler le livre comme ça, et j'ai une amie qui m'a dit non, on ne fait pas ça, parce que si on fait ça, en fait, même avec les meilleures intentions du monde, on perpétue les stéréotypes. Donc acte. Alors, je disais tout à l'heure que tu réfléchis à l'histoire, par exemple, pour justifier justement d'avoir passé autant de temps auprès de Pierre Loti, de ce cas Pierre Loti, tu dis, je pense qu'il y a moins de vérité dans les grands récits bien ordonnés que dans les petites erreurs qu'on cherche à faire oublier. Oui, c'est aussi une façon de... C'est aussi une façon de proposer une solution à la critique qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années des grands récits. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut s'y prendre aujourd'hui? La question se pose pour la nation, évidemment, parce qu'on en parle toujours du grand récit national. Mais la question se pose de bien d'autres façons, puisque finalement on finit toujours en histoire par aboutir plus ou moins à un récit. Ça a été largement prouvé. On ne va pas y échapper. Donc, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Il y a une solution que pratiquent beaucoup d'historiens et qui marche pas mal, c'est de doubler ce qui finit par être un récit d'un second récit, qui l'entortille en quelque sorte, et qui est le récit de l'enquête de l'historien lui-même. Donc ça, on a vu ça dans pas mal de livres.
ça fonctionne bien. C'est sans doute la meilleure solution aujourd'hui. Et finalement, il y a une autre solution qui consiste à ne laisser que le récit de l'enquête. C'est ce que j'ai voulu faire, sauf que pour le faire, et que ça n'ennuie pas le lecteur, il faut que l'enquête soit pleine de rebondissements. Comme un feuilleton du 19e siècle, dans la presse du 19e siècle. Et il faut qu'à chacun des chapitres, à la fin de chacun des chapitres, d'ailleurs, on pourrait les prendre un par un, c'est le cas, on se dise, tiens, mais qu'est-ce qu'il veut raconter? Vous appelez ça des digressions, cela nous éloignerait de l'histoire de Pierre, comme si la vie était un récit sous prétexte qu'elle respecte l'ordre chronologique. Si vous n'avez pas envie d'aller au chapitre d'après, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et si vous allez un peu plus loin, vous dites, vous tournez comme ça, vous arrivez à celui-ci, la bataille avait duré moins de 4 heures, elle avait fait du côté des défenseurs de Hué 1200 morts et plus de 1500 blessés, dont on ne connaît pas les noms. Juste après avoir expliqué que les Français se vantaient de ne pas avoir eu un seul mort, etc. etc., etc. Oui, mais ça aussi... C'est le page-turner signal Benner. Non, parce que là, par exemple, le dernier cas, c'est aussi comment est-ce qu'on peut essayer de faire... C'est très compliqué, parce qu'on est en théorie, les historiens, une fois qu'ils ont travaillé, en théorie, ce sont des pédagogues. Donc nous, une fois qu'on pense qu'on a produit une connaissance, il faut qu'on l'explique de la façon la plus claire possible. Dans ce type d'écriture, c'est une sorte de pédagogie au carré, parce qu'il faut faire en sorte que, et sans ennuyer le lecteur, que le lecteur comprenne qu'il y a un petit travail d'herméneutique du texte à faire, qui est symétrique de celui que l'historien a fait lui-même. Et par exemple, la dernière phrase, effectivement, on ne connaît pas leur nom, mais si on tourne la page, on arrive dans le chapitre qui commence par le scandale au début des années 1900, quand Pierre Loti fait baptiser son chat. Et que ça lui coûte très cher. Et que ça lui coûte très cher. Et qu'il y a à ce moment-là, dans la presse, on dit, mais enfin, regardez le chat de Pierre Loti pour faire son baptême, Belkis, le chat s'appelait, c'est une chatte, Loti adorait les chats. Ça lui coûte 20 000 francs de l'époque, pour la faire baptiser selon le rite d'Odin. J'ai cherché, je ne vois pas du tout ce que c'est. Et au même moment, il y a une grève de mineurs, dit-on, les enfants des mineurs souffrent, meurent peut-être, et qu'on aurait pu faire beaucoup de choses avec cet argent. Et là aussi, si on suit les lignes du texte, en fait, normalement, ça mène le lecteur au chapitre qui concerne les noms. Et je me réjouis de parler de ça au Festival d'Histoire de Blois avec Éric Vuillard, parce que la question des noms, qui est centrale dans son livre. Voilà, c'est le dernier 14 juillet, donc qui raconte la prise de la Bastille, et en particulier qui redonne un nom à ceux dont on ne connaît pas les noms. Enfin, on les connaît historiquement, mais en fait, on les connaît, il les invente. Aucun d'entre nous ne les connaît. Et même lui, il les invente. Ouais. Donc, qu'est-ce que c'est les noms dans l'histoire? Et la question est hyper intéressante à partir du moment où le héros du livre, ou le anti-héros du livre, Pierre Loti, est un homme qui a plusieurs noms. Parce que Pierre Loti, c'est pas son vrai nom, c'est Julien Vieux. Et que Loti est un problème en soi, comme nom d'auteur. Pourquoi c'est un problème en soi? Parce qu'il est allé le chercher en Polynésie française? Parce qu'il est allé le chercher en Polynésie française dans une langue tahitien qui n'a pas la lettre L. C'est déjà une bonne raison. Donc, enfin, c'est comme les Chinois de Lucky Luke. Hein. Donc, alors, c'est intéressant que tu parles d'Éric Vuillard, parce que à plusieurs moments, en te lisant, je me suis dit, ça ressemble à du Éric Vuillard. Alors, tu as sûrement lu du Éric Vuillard, comme c'est mon cas. C'est-à-dire une écriture, parce qu'il faut quand même approcher le style après avoir raconté de la façon dont tu as conçu ce livre. C'est une écriture qui te met à distance du sujet que tu es en train de traiter, avec des clins d'œil au lecteur, par exemple, ce qui est une pratique, je le disais tout à l'heure, vous appelez ça des digressions.
c'est pas des clins d'œil, c'est des, comme l'a fait remarquer Paul Petitier en lisant le manuscrit, ce sont des apostrophes. Des apostrophes au lecteur, pardon, merci. Donc des apostrophes au lecteur, et donc on se dit, l'auteur se décale ou se décolle de son propre texte, se regarde en train d'écrire et dit au lecteur, regardez comment je vous mets dans le jeu aussi. Et moi ça m'a beaucoup fait penser à Vuillard. Tu sais pas, c'est un hasard si tu fais quelque chose à Blois justement avec Éric Vuillard, ou c'est vraiment parce qu'il y a une affinité de style entre vous deux? Ah bah, c'est pas un hasard, c'est quand la responsable des rendez-vous d'histoire m'a demandé avec qui pourrait couper le livre, je lui ai tout de suite proposé que ce soit Éric Vuillard. Bon, j'avais pas encore lu le livre. Donc l'auteur aussi de La bataille d'Occident, l'auteur de La tristesse de la terre. Tristesse de la terre, Congo. Mais c'est quand même pas pareil. C'est-à-dire que le projet d'écriture là, il n'y a pas de clin d'œil au lecteur en théorie normalement. Justement, il y a des apostrophes, mais il ne peut pas y avoir de clin d'œil si j'y suis parvenu. Parce que le narrateur, historien, est censé jeter sur cette histoire un regard finalement assez naïf. Il ne l'est pas. Il a fait tout le boulot et puis il a travaillé pour, je connais bien, pour construire son texte. Mais l'idée, c'est effectivement d'introduire une forme de distance qui permette de faire ressentir le caractère étrange de ce scandale. Et pourquoi c'est pas pareil qu'avec Éric Vuillard? Lui, c'est un écrivain qui se documente énormément avant d'écrire ces textes qui sont des récits d'histoire. Ça pourrait ressembler. Je pense qu'il a. Enfin, je lui poserai la question. Mais je pense qu'il a fait un peu ça dans Tristesse de la terre. Mais je pense pas du tout qu'il a fait ça dans 14 juillet. Au contraire, il est plutôt dans les personnages. Il est complètement entré. Dans la foule. Et je pense pas qu'il ait fait ça non plus dans La bataille d'Occident. Qui racontait la Première Guerre mondiale. Qui racontait la Première Guerre mondiale, parce que là, on était plutôt sous une forme de collage un peu ironique. Quand il dit au début de la bataille d'Occident, que l'Europe de 1914, je ne sais pas comment il dit ça, était dominée par une forme de virilité moustachue, juste comme ça. Ce sont des clins d'œil. On se représente tous ces gens de la belle époque. Mais peut-être dans Tristesse de la terre. Et toi, il n'y a pas d'ironie, tu n'as pas voulu mettre de l'ironie à aucun moment? Parce que tout de même, sur le personnage de Loti, on se dit quand même, oui. L'ironie, je l'ai peut-être fait, hein. Mais sous ton plan, voilà. L'ironie, disait Stendhal, ce genre de plaisir qui ne demande à l'esprit qu'une seule minute d'attention. Mais Stendhal étant ironique lui-même. C'est la mise en abîme. C'est la mise en abîme, effectivement. Est-ce que vous avez des questions? Ouais. Est-ce que le texte est écrit à la première personne? J'étais pas là pendant l'extrait. Un peu. Oui, il y a un jeu. Pas tout le temps. Pierre était l'ami d'Alphonse Daudet, qui était un peu naturaliste, et de Juliette Adam, qui n'était pas du tout. Par coïncidence, il sera élu à l'Académie française contre Émile Zola, à son discours de réception, et alors que Zola se trouvera au milieu du public, il condamnera fermement la doctrine naturaliste, l'accusant de voir les hommes comme ils ne sont pas. Edmond de Goncourt, convaincu au fond de lui que Pierre était naturaliste, verra dans ce discours une rare démonstration de l'éschculisme faite par un Jean Foutre dans le seul but d'entrer à l'Académie. C'est Goncourt qui Parce que ça aussi, c'est une particularité de ce livre, c'est que les citations sont introduites dans le corps du texte, souvent, enfin la plupart tout le temps en italique, que les notes ont été supprimées, mais qu'à la fin, comme d'ailleurs beaucoup d'auteurs de bande dessinée aujourd'hui ou de romans graphiques, il y a toutes les références qui sont nécessaires au lecteur pour vérifier que, en tant qu'historien, tu as fait ton boulot. C'est un problème que j'ai avec les livres d'histoire, moi, et avec les thèses d'histoire encore plus.
parce que j'en lis, c'est que malgré tout, et qu'on n'a pas dans les romans, donc c'est un problème, hein, c'est que quand on ouvre des guillemets, eh ben, c'est comme si on introduisait un obstacle dans la lecture. Donc on est en train de lire et on tombe sur un guillemet, alors souvent parfois dans les livres d'histoire ou dans les essais d'ailleurs, on a la citation est détachée du texte, elle est encore plus petite, il y a dans une note, une justification, voilà. Et du coup, ça invite à lire un peu ça comme un coureur saudé en réalité. Hein. Alors selon les livres, on va lire que les citations ou que privilégier les citations ou privilégier le texte de l'auteur, hein, ou selon les thèses. Mais de toute façon, ça crée un problème dans la lecture. Et donc je m'étais demandé, en fait, c'était une sorte de pari, je m'étais dit, si je joue avec l'italique, est-ce que ça coule mieux? Ouais. Et je trouve que oui. Ouais. Parce que le signe est là, justement que c'est une citation, mais ça va beaucoup plus vite dans la lecture. Ça va plus vite dans la lecture, on reste dans le texte. Alors ça implique aussi un usage que pas mal de collègues, hein, d'auteurs font. La biographie de Paul Petitier sur Michelet, par exemple, où ça marche bien, c'est-à-dire qu'il faut user aussi à ce moment-là du style indirect libre, qui est un problème pour les chercheurs en sciences humaines et sociales, puisqu'à un moment donné, qui parle? On ne sait plus très bien. Donc, mais là, on assume ça d'une certaine façon. Faire rentrer les citations en italique dans le corps du texte, c'est aussi une façon de dire, bon, il y a du style indirect libre, lecteur, sois vigilant. Il y a d'autres questions? On a répondu à toutes les questions, c'est parfait. Je vous invite à venir voir l'auteur maintenant. Oui.